Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, une capsule vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui où je suis dans un camping sur les Hauts de Lausanne où j'ai rendez-vous avec une amie que je connais depuis quelques années qui a décidé de faire un changement de vie un changement de vie à 180 degrés pour vivre une vie un petit peu différente. Elle a décidé aujourd'hui, elle habite aujourd'hui dans un mobil-home à l'année. Je crois que c'est cet endroit-là. Je vais me retourner pour vous montrer un petit peu où ça se trouve. Donc je crois que si je ne m'abuse, eh bien ça doit être dans ce mobil-home. J'espère qu'Isabelle m'attend et il va être véritablement question d'un changement de vie à 180 degrés. Un parcours de vie vraiment inspirant puisqu'il va être question de burn-out, de remise en question, de repartir finalement sur un modèle différent. Et la vraie question, c'est de se demander si aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une possibilité de vivre finalement sa vie différemment? Est-ce qu'il y a encore une place pour la différence dans cette société? C'est ce qu'on va savoir tout de suite et on va voir si Isabelle est là parce qu'en principe, je dois être attendu. Donc un petit instant, il va falloir frapper à la porte. Salut Isabelle, comment vas-tu? Ouais, ça va? Tu m'attendais ou? Je t'attendais. Ok, magnifique. Alors viens rentrer, super, on va s'installer. Alors bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Il va être question de changement de vie aujourd'hui, un changement de vie à 180 degrés pour Isabelle qui me fait le plaisir de me recevoir dans son nouveau chez-soi. Merci Isabelle de nous recevoir chez toi, comme ça dans ton intimité, pour pouvoir nous parler de ce changement de vie. L'idée de cette capsule, en fait, c'est de voir s'il est toujours possible aujourd'hui, dans la société actuelle, de trouver une façon différente de vivre. Est-ce qu'il y a encore de la place pour la différence? Et bien peut-être qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, eh bien j'aimerais te demander, Isabelle, c'est qui Isabelle Zuber? Qui était Isabelle Zuber avant ce changement de vie? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Alors, qui j'étais avant ce changement de vie? J'ai travaillé, on va dire, pendant 22 ans au CFF comme chef circulation des trains, donc c'est-à-dire c'est toutes les personnes qui gèrent le trafic ferroviaire, hein, comme les aiguilleurs du ciel, et comme formatrice. Donc j'ai fait 22 ans dans cette entreprise et petit à petit, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé à laisser un peu tomber ce que j'aimais, à laisser tomber les loisirs créatifs, à laisser tomber le sport, parce que je suis quelqu'un qui était vraiment très sportive, à voir de moins en moins, on va dire, mes amis. Bon, ça m'a permis de travailler quand même aux quatre coins de la Suisse, mais je me suis quand même beaucoup perdue, vraiment perdue. J'avais pris 25 kilos, et voilà, petit à petit, je me suis oubliée jusqu'à ce fameux jour de mars 2017. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour de mars 2017? Alors, je l'ai quand même senti un petit peu arriver, mais ce fameux jour-là, j'ai eu toutes les peines du monde à me sortir du lit, je pouvais plus respirer, mon corps était bloqué, je tournais en rond comme une hélice à chercher des solutions parce que plus rien répondait au fait. Je crois que mon cerveau était parti en roue libre, mon corps s'était cristallisé, j'avais plus aucune émotion, je m'étais coupée de mes émotions et j'avais l'impression vraiment de partir dans un trou noir complet. Et première chose, je suis allée voir le médecin qui m'a diagnostiqué un épuisement professionnel, un burn-out. Un burn-out. Ouais. Ok, donc mars 2017, burn-out. Donc tu dis effectivement, donc il y a eu des choses qui sont passées dans ton corps. Qu'est-ce qui s'est produit finalement? Comment est-ce qu'on arrive à cette situation de burn-out, cette cassure où un beau matin on peut plus se lever puis on peut plus rien faire? Qu'est-ce qui s'est produit? C'est quand on arrête de s'écouter en général. Ouais. Dis-nous un peu plus. Donc, comment ça s'est matérialisé? Alors, comment ça s'est matérialisé? Je pense que j'ai eu beaucoup de signes. Je pense même pendant toute ma carrière que je n'ai pas écouté, que j'ai refusé d'entendre, que oui, je m'occuperai de toi plus tard, mais c'est pas grave. Là, ça me permet de survivre, de gagner de l'argent, de payer mes factures, d'avoir une vie, quoi. Et j'ai commencé, il y a eu des maux de tête, puis quand on arrive à les endormir avec quelque chose, hop, ça fait un mal de dos, et puis quand on arrive à l'endormir avec quelque chose, ça fait une prise de poids. Voilà, les émotions, je suis arrivée à un stade où je crois que je savais plus ce que c'était qu'une émotion.
Je les écoutais plus, je leur disais, ouais, il n'y a pas de place pour ça, quoi. Maintenant, il faut travailler. Il faut, tu dois, Yaka. Tout le monde le sait bien, il faut. Hein, donc Yaka, tu peux y aller, vas-y. Voilà. Donc 22 ans finalement de carrière au CFF, est-ce que le métier a changé? Qu'est-ce qui a, parce que 22 ans finalement c'est quand même pratiquement une vie professionnelle. Donc qu'est-ce qui a changé en fait entre le début et puis la fin, enfin ou en tout cas cette cassure qui s'est produite? Est-ce que le métier a changé? Les conditions ont changé? Qu'est-ce qui s'est produit? Alors oui, le métier a changé, mais mis à part ça, la base du métier fait déjà que c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi, quelque part. Je me suis pas forcément rendu compte tout de suite. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de bouger, je suis quelqu'un de très créatif, dans la communication, mais faut pas trop me stresser non plus, faut pas trop que j'ai de stimuli. Et au fait, ça, c'était un métier qui était très procédurier, il faut suivre des processus parce qu'il y a beaucoup de sécurité. Et voilà, donc ça coupait déjà tout mon côté créatif, le côté que j'avais besoin de bouger parce qu'on était beaucoup dans la surveillance. Et l'évolution du métier a fait que quand j'ai commencé, on était encore sur place dans les gares. On avait une vision vers l'extérieur, on voyait les trains passer, on voyait les gens, on voyait le soleil. Si on avait besoin de sortir, hop, on sortait, on prenait un petit bol d'air. Ouais. Et on n'avait pas autant à gérer, on gérait qu'une seule gare. Et petit à petit, tout ça s'est transformé en 3-4 centres dans toute la Suisse où on gérait une très très grosse partie. On était enfermés dans des bunkers, on voyait plus l'extérieur. On n'avait plus le contact direct avec les trains, avec les gens. J'avais entre 9 et 12 écrans, je crois, devant moi. On gérait, on peut dire jusqu'à 10 gares à la fois, je pense. Et vu qu'on gérait une grande surface, on travaillait dans un open space, donc énormément de monde, je pense qu'on pouvait être jusqu'à 100 personnes à la fois, du bruit, les bip-bip des ordinateurs, le téléphone qui sonne sans arrêt, l'agitation lorsqu'il y a un problème. Et voilà, et ça allait de plus en plus vite, hein. On sait aussi que tout s'est accéléré maintenant, qu'on a toujours plus à gérer avec toujours moins de monde. Et voilà, pour moi, c'était devenu quelque chose qui était plus gérable, plus les horaires irréguliers, parce qu'on sait bien que les trains roulent nuit et jour, et voilà, 24/24. Et en plus, j'avais une deuxième casquette de formatrice, donc je devais gérer les lieux en même temps. Ok. Donc en fait, une accélération des processus, des rythmes de vie, un dérèglement aussi dans le biorhythme avec des horaires irréguliers, donc une difficulté pour toi. Quand on a préparé un petit peu cette vidéo, disons que tu me parlais d'hypersensibilité, est-ce qu'on peut en parler de ça Bien sûr. Ouais. Donc je crois qu'on peut dire que tu es une hypersensible. Oui. Hein? Alors je l'ai découvert aussi après mon burn-out, parce que avant ça, je savais pas que l'hypersensibilité existait. On m'a souvent fait noter que j'étais trop ci, j'étais trop ça, et quelque part, je le vivais comme une tare. Donc oui, étant hypersensible, vivre, se couper déjà de la nature et travailler dans un environnement qui a énormément de stimuli, comme énormément de monde qui passe, les écrans des ordinateurs, les bip-bip, ça m'a fait beaucoup trop, quoi. Ça m'a fait beaucoup trop. C'est marrant que tu en parles parce que quand on parle d'hypersensibilité, effectivement, donc c'est l'une des caractéristiques qui définit l'hypersensibilité, c'est donc une capacité finalement à ressentir beaucoup plus fortement les choses. Donc l'hypersensible va être beaucoup dérangé, notamment par le bruit, il va être très sensible au bruit, il va être sensible à la lumière, donc les lumières qui sont trop fortes, les lumières, les néons ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui va les impacter. Les courants d'air, donc les interactions avec les autres, toutes ces choses-là finalement viennent susciter un épuisement chez les gens. Donc l'hypersensible va y réagir beaucoup plus fortement qu'un non hypersensible, on pourrait dire un hyposensible quelque part. Et c'est vraiment c'est marrant que t'en parles parce que finalement tu étais dans le contexte parfait pour pouvoir t'épuiser émotionnellement. Pour pouvoir péter un beau plomb, Donc mars 2017, épuisement, je ne peux plus me lever, je vais chez le médecin. Donc la conséquence c'est quoi? Qu'est-ce qui se produit? Alors, la première chose, c'est que le médecin m'a donné un arrêt de travail. Donc, j'ai fait 8 mois en arrêt de travail. 8 mois où j'ai fait une très très grande introspection. J'arrivais pas. Au tout début, je pouvais voir personne. Il fallait vraiment que je sois seule. Et je passais mon temps dans la forêt à lire des bouquins de développement personnel. Et petit à petit, j'ai dit, mais il faut que vraiment, j'ai besoin de retrouver qui je suis, me reconnecter avec moi-même. Ça a pris un peu de temps. Ça n'a pas été facile parce qu'au début, j'ai dit, mais
qu'est-ce que j'ai fait de moi? J'ai voulu refaire du sport, je pouvais plus bouger, je pouvais juste marcher droit. Je me mettais sur la pointe des pieds, je partais à plat ventre, je me mettais sur les talons, je partais en arrière. Je voulais par exemple me remettre à faire de la peinture, je restais à pleurer devant un tableau avec le pinceau dans la main sans pouvoir peindre. Je voulais écrire parce que j'écris aussi beaucoup, mon vécu intérieur, mes volcans internes, plus rien sortait. J'étais incapable d'avoir des émotions, donc je pouvais plus rire, plus pleurer, j'étais vraiment devenu un robot. Et voilà, donc ça a été le début. J'ai persévéré, donc je me suis mise d'abord à agir où je pouvais agir, donc j'ai changé toute mon alimentation. Ok. Parce qu'il faut dire qu'avant que je fasse mon burn-out, je n'étais arrivée à rentrer du travail, à m'assommer avec de l'alcool et des médicaments pour dormir, parce qu'en plus je suis insomniaque. Ouais. Puis ouais, vraiment, j'étais partie dans quelque chose, dans un engrenage où j'avais pris 25 kilos, j'étais... Donc l'insomnie qui est aussi, je ne veux pas dire que c'est une caractéristique des hypersensibles, mais disons qu'en tout cas le dialogue interne que l'hypersensible entretient, il y a beaucoup d'idées, hein, il y a beaucoup de ruminations aussi chez les hypersensibles. On a des frustrations dans nos vies, hein, chacun. Les hamsters sous cocaïne qui tournent dans la tête. Voilà. Tout le temps, puis donc effectivement, quand on est sans arrêt avec le hamster dans la tête, c'est difficile de trouver le sommeil et puis de s'endormir. Donc médicaments, somnifères. Alcool, parce que du coup le somnifère tout seul ne marchait plus. Okay, l'alcool me permettait d'oublier, prise de poids. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses. Ok, donc changement d'alimentation et... Alors j'ai commencé par là, changement d'alimentation. Donc je suis passée à une nourriture déjà bio, plus proche de la nature, manger en conscience. J'ai commencé par faire une détox. Je me suis relancée gentiment dans le sport. J'ai commencé la méditation. Calmer le mental. Calmer le mental aussi, ouais. Et puis finalement se reconnecter à ses émotions, à retrouver un centre, un équilibre par rapport à la personne que tu es en fait. Voilà, ouais. Okay. Revenir vraiment vers qui j'étais. Okay. Et petit à petit, voilà, j'ai reconnecté avec les sports que j'adorais avant, comme le snowboard. J'ai commencé le paddle. J'ai recommencé à peindre. Commencé une formation en kinésiologie que j'arrive au bout maintenant parce que plus que vouloir en faire un métier, c'était comme une passion, quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et je suis même arrivée jusqu'en décembre 2019 à arrêter de fumer, alors que j'en étais à une bonne cheminée de 30 à 40 cigarettes par jour. Ok, donc un changement finalement drastique de mode de vie, alimentation, s'écouter, méditation, développement personnel, arrêter de fumer, diminuer drastiquement aussi la consommation d'alcool, de médicaments, donc retrouver finalement une vie saine. Médicaments, j'ai tout arrêté pour vraiment passer maintenant aux compléments alimentaires, qui ont déjà pas les effets secondaires et... Voilà, qui ne sont pas remboursés, mais à devenir plus responsables. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, oui. Déjà, le fait d'avoir perdu tout ce poids, ça me permet déjà de bouger de nouveau. Le fait de ne plus avoir les poumons tout le temps complètement pris. Je suis aussi beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Je suis beaucoup plus capable de dire si une situation me convient, si elle ne me convient pas. Et voilà, puis après tout ça, il y a encore eu ce changement de vie que j'ai décidé d'adopter, qui a été le déménagement. Ouais, le déménagement. Donc effectivement, le déménagement, puisqu'on se retrouve, on est aujourd'hui en fait dans un camping, dans le nouveau logement d'Isabelle, un logement que tu habites depuis... un peu plus d'une année maintenant, complètement. Une année et demie, donc il y a eu un changement non seulement sur le plan de la santé, sur le plan de tes occupations, mais également un plan sur le plan de ton logement, puisque tu as choisi un mode différent de vie. On peut le dire, puisque donc tu as racheté un mobil-home que tu as complètement rénové, tu as tout retapé toi-même. Il t'a fallu. Explique-nous un petit peu ce changement. Déjà, comment est-ce qu'on en arrive là en fait Alors j'en suis arrivée à prendre conscience aussi que les 7 premiers mois de l'année, donc de janvier à juillet, je travaillais uniquement pour payer mon loyer et mes impôts. Donc je me suis dit voilà, puis il y a tout le reste à payer, et puis il y a comme les loisirs et les vacances, on aimerait bien s'y profiter. Vivre en fait. Juste vivre. Et je me suis dit voilà, comment est-ce que je peux avoir une influence là-dessus? Donc baisser le loyer, j'ai commencé à regarder les autres appartements, mais pour très peu de baisse de loyer, j'avais des choses très très petites et complètement pourries, avec des voisins en haut, des voisins en bas.
dans des lieux qui n'étaient pas forcément ce que je cherchais. Des lieux de vie agréables, en fait. Voilà. Ouais. Et puis, ben voilà, je me suis reconnectée à mon enfant intérieur qui regardait Tom Sawyer quand elle était petite. Ok. Et puis, il y avait Huckleberry Finn qui avait sa cabane dans les arbres. Juste, ouais. Et voilà, j'ai toujours eu un peu cet idéal ou cette idée d'un jour peut-être vivre dans un camping. Enfin, je savais que ça se faisait. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Donc, j'ai commencé à me renseigner. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à me dire, il y a moyen d'acheter quelque chose qui est à soi, de payer un petit loyer pour le terrain et de garder, on va dire, beaucoup, en tout cas une très grande partie du confort qu'on a dans un appartement, tout en étant beaucoup plus proche de la nature et on peut dire aussi au milieu d'une petite communauté. Ouais. Donc une qualité de vie en fait, donc c'était un vrai choix en fait du cœur, retrouver une qualité de vie, se rapprocher de la nature, et puis vivre avec quelque chose de beaucoup plus simple. Donc là on est dans un espace, donc effectivement je peux vous garantir que Isabelle a fait du très bon travail puisque on montrera quelques images peut-être si vous êtes bien sage de l'avant, de l'après, et puis d'Isabelle en plein effort, en train de bricoler, mais donc effectivement donc t'as vraiment fait quelque chose de cosy et de vraiment sympathique. Et donc on se retrouve on a quelle surface là à peu près dans ce mobil-home en fait? Alors l'appart que j'ai lâché avait 105 mètres carrés et le mobil-home à l'intérieur au fait 35 mètres carrés, auquel j'ai ajouté une petite extension, donc une terrasse couverte avec des bâches et un sas à l'entrée qui prolonge un petit peu, voilà. Puis après tu as encore une partie externe, donc un petit jardin avec le barbecue, etc. Donc en fait la vie maintenant ça fait combien de temps que tu habites Alors que j'y habite, que j'ai pu emménager, que les travaux étaient finis, c'était en juin de l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'une année. Ok. Et comment c'est la vie au camping alors? Moi je kiffe. Je kiffe, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qui est similaire? Alors, ce qu'il y a de similaire, c'est que, bon là je vis dans un camping qui a quand même une certaine, on va dire, de luxe. Donc j'ai quand même l'eau toute l'année. Donc je peux me doucher sans avoir besoin de marcher dans la neige et d'aller au sanitaire en commun. J'ai du chauffage. Voilà, j'ai dû éliminer énormément de matériel, mais ça fait aussi beaucoup de bien dans la tête. Comment est-ce qu'on passe d'un appartement de 105 mètres carrés à 35 mètres carrés? Comment se produit le choix finalement de qu'est-ce que je garde, C'est du boulot. J'avais des tas, donc je jette, je donne, je sais pas, c'est absolument essentiel. Donc vraiment, mon plus grand choix, ça a été qu'est-ce que je n'ai pas utilisé depuis 2 ans. Si j'ai pas utilisé depuis 2 ans, c'est que j'en ai pas besoin. Donc il y a eu énormément de ventes via Marketplace et voilà. Après il y a eu beaucoup de voyages à la déchetterie et je me suis dit on n'a pas besoin de tout. La société nous crée des besoins qu'on n'a pas. Donc même au niveau des bouquins, je me suis dit, mais si j'ai besoin de savoir quelque chose, maintenant on a le net, il y a beaucoup de choses que je sais ou que je peux même trouver à l'intérieur de moi-même. Et voilà, au pire, il y a aussi les bibliothèques, il y a... Voilà. Il y a 1000 autres moyens. Il y a 1000 autres moyens. Et puis on se rend compte qu'effectivement, effectivement, on n'a pas besoin de grand-chose pour. Et je dis pas qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Au contraire, je veux dire, je trouve que tu es très très bien installé, mais on se rend compte que finalement toutes ces choses sont éphémères. On nous vend cette société consumériste où il faut acheter pour être ou pour avoir l'air d'eux. Et une autre question qui me vient à l'esprit par rapport à ça, par rapport à il faut avoir l'air d'eux. Comment est-ce qu'on gère finalement le fait de dire ok aux amis, à la famille, de dire ok je lâche mon appartement, je vais aller vivre dans un mobil-home, parce que c'est pas encore quelque chose qui est très courant en Suisse, même s'il y a beaucoup de gens qui souhaitent le faire. Hein, tu nous diras de moi à propos de ça, mais comment est-ce qu'on gère finalement ce regard des autres? Est-ce que ça a été un problème pour toi? Pour moi non, parce que déjà je savais que c'était ce que je voulais, je savais que j'étais en accord avec mon choix. Après, j'ai pas eu que des réactions négatives, hein. J'ai eu des gens qui m'ont dit ah mais super, moi ça fait longtemps que je rêve de faire ça, mais vas-y fonce. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit ouais si ça te convient pas, voilà, t'auras fait un essai. Et par contre j'ai eu d'autres réactions du style ah mais t'es tombé bien bas, mais quand même, aller vivre là avec les cas sociaux.
Et même certaines personnes qui m'ont fait des commentaires un peu négatifs, bah, quand j'ai pu les accueillir chez moi après, ils ont adoré, quoi. Il vient d'où ce jugement selon toi? Donc comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, bah, allez vivre... Donc un camping, c'est quoi? C'est un ramassis de cas sociaux, c'est ça? Bah, pour certaines personnes, oui, C'est comme ça que c'est les une gens voient la favelas, chose? quoi. Pour certaines personnes, oui, Ok. mais pas pour tout le monde. Ou pour certaines personnes, bah, c'est une vie trop précaire, ouais. Ok. J'ai vraiment entendu tous les sons de cloche. Ok, mais donc les gens ont quand même eu l'audace, et j'ai envie de dire, de porter un jugement sur ton choix de vie par rapport Ça m'est arrivé, à oui, certaines personnes, ça quoi. m'est Et arrivé. comment on réagit par rapport à ça? Bah, chacun son truc. Ok, Je l'ai pas franchement mal vécu, quoi. ok. Parce que j'étais en accord vraiment avec Mais ce que donc, je voulais. si tu as une proportion à donner, pour donner une idée, donc c'est quoi? C'était une majorité de gens qui ont trouvé que c'était cool, qui t'ont invité, waouh, Oui, c'est chouette, oui, encouragé, oui. et puis quelques personnes qui n'étaient pas d'accord avec ce choix, ou qui ressentaient le besoin, en tout cas, de s'exprimer négativement sur le choix que tu avais pris, c'est ça? Bah, disons qu'il y a aussi quelque chose, c'est que depuis que j'ai fait mon burn-out, j'ai fait un énorme tri aussi dans les amis. Ok. Et mes fréquentations ont beaucoup changé. Mhm. Et je pense que je suis avec des gens qui vibrent plus maintenant sur la même fréquence que moi, donc qui étaient aussi en accord avec mon choix. Mhm. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'une fois encore, donc on sait qu'on est, en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc quand on fréquente des gens qui sont sans arrêt dans le négativisme, on peint tout en noir, etc. et tout, ben finalement ça vient teinter aussi ce qu'on pense, hein, donc ça va avoir un impact sur nous. Et aujourd'hui, pour te donner un chiffre par rapport à la dernière statistique de Promotion Santé Suisse, qui chaque année publie un index du stress au travail en Suisse, aujourd'hui on est à 29,6%, donc le chiffre 2020, c'est 29,6% de travailleurs et travailleuses qui sont épuisés émotionnellement. C'est énorme. Énorme. Donc un travailleur sur 3 épuisé émotionnellement, 2 sur 4 qui sont à la limite, qu'on l'eau jusque sous le nez, puis si on charge encore un petit peu la barque, ils vont couler. Et puis finalement, on n'a qu'un travailleur sur 4 qui se dit satisfait de sa situation, et encore, on n'a pas dit très satisfait, on dit simplement satisfait. Donc je ne sais pas ce que ça cache là derrière, mais pour te dire qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bien dans leur situation. Et peut-être aussi, un commentaire que j'ai envie de faire, c'est que cette façon de changer vient peut-être aussi résonner chez les gens parce qu'elle leur renvoie aussi leur propre image de leur vie, et puis que certains ou certaines aient le courage finalement de vivre différemment, de vivre selon ce qu'ils ressentent, hein, de s'accorder avec ce qu'ils sont. Peut-être que c'est quelque chose qui... Ouais, alors disons que moi j'ai eu beaucoup de peur, hein, aussi avant de faire ça. Puis j'ai remarqué aussi que les gens me transféraient leur peur. Ouais. C'était leur peur, c'était pas les miennes. C'était ouais, mais si t'es inondé, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais si tu te rends compte du coup que ça te correspond pas, puis que t'as mis toutes tes économies là-dedans, est-ce que tu peux encore revenir en arrière? Surtout quand tu cherches un appart et puis que t'arrives de là. Ouais, et finalement, je me suis dit, mais si j'essaye jamais, je ne saurais jamais. Absolument. Et voilà, le courage, il est venu comme ça, quoi. Ok. Et j'ai aussi, avant de m'installer, je suis quand même venu dans le camping, j'ai interrogé quand même certaines personnes, et la plupart, même tous m'ont dit, si je devais revenir en arrière, je reviendrais pas en arrière. Donc maintenant, ça fait 1 année et demie que tu vis ici, donc tu as déjà fait un premier été, tout un hiver, et puis un deuxième été, on se rapproche maintenant gentiment de l'hiver. Donc comment c'est cette vie au camping? Est-ce qu'il y a des points positifs, des points négatifs? Comment tu peux nous en parler? Oui, alors je dois dire quand même, alors, si on commence par le négatif, l'hiver est nettement moins agréable que l'été. Ok, pourquoi? Pour des questions de chauffage ou bien? Alors des questions de chauffage, et l'ambiance au camping est complètement différente l'hiver que l'été. Ok. L'hiver, on voit personne, on sait pas où sont les gens, ils sont tous un peu terrés chez eux. Ouais. Mais c'est vrai qu'à peine arrive l'été, donc je vis en maillot de bain, je suis pieds nus toute la journée, je peux bricoler comme je veux, et bah, les gens sortent. Donc beaucoup de contact avec les voisins, c'est comme une petite communauté, on se fait des apéros, on se fait des repas, on peut se dépanner, on se prête des outils, on se donne des coups de main. Est-ce qu'il y a plus de contact dans un camping que dans un immeuble? Ah oui, alors Ouais. ça, oui, c'est incontestable, oui, bien sûr. Ouais. Okay. Bah là, on est, je pense, une quarantaine à vivre à l'année, tout le monde se tutoie, on a un groupe WhatsApp. Et moi, ça m'arrivait de vivre dans un immeuble pendant 2 ans sans connaître mon voisin de palier. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce lieu particulièrement, en fait? Alors, j'aime déjà le fait que le camping soit en pleine forêt. Ouais. Donc, si j'ai le temps, le matin, quand je me lève, je fais un peu de sport, je pars allez, on va dire 50 mètres, j'ai le début de la forêt, un petit portail, je pars, je vais courir. J'ai un petit étang. Il y a le manège aussi qui est juste à côté.
Et le camping aussi est plein de verdure. On n'a pas ce béton. Je veux dire, les mobil-homes sont en matière plutôt naturelle. Et voilà, je suis beaucoup. Il y a le parcours Vita qui est tout près. Il y a une piste de mountain bike aussi. Ce qui m'a frappé, c'est quand je suis arrivé ce matin là pour cet entretien. Donc, je suis sorti de la voiture et effectivement, on sent il y a l'odeur des essences de pin et en fait, c'est vraiment frappant. En fait, t'es pas du tout dans ces gaz d'échappement, dans cette pollution, dans ce truc. T'as vraiment ce sentiment en fait d'arriver en pleine nature et puis comme tu dis, cette reconnexion qu'on sent tout de suite en fait, puis avec une bonne vibration, j'ai trouvé. C'est un des trucs qui m'a fait choisir le camping, c'est la vibration que j'ai ressentie quand je suis entré dans ce camping. Il y a une belle énergie, quoi. C'est ça. Quel challenge tu as été confronté en fait pour trouver? Est-ce que c'est facile finalement de trouver une place en camping ou comment ça se passe? Alors non, c'est pas évident. On peut dire que j'ai eu beaucoup de chance. Déjà, il y a très peu de campings qui sont ouverts à l'année, surtout dans la région de Lausanne, parce que moi, c'était important que je ne quitte pas ma région. Et je suis allé voir dans d'autres campings. On me disait c'est minimum 6-7 ans d'attente pour un mobil-home, mais c'est pas sûr. Par contre, on peut vous trouver une place pour une caravane ou un camping-car, mais j'avais quand même j'avais besoin quand même de garder un certain standing, on va dire. Et voilà, j'ai fait le tour des campings et dans celui-ci, ça a été un peu difficile, mais finalement, ils avaient... difficile de trouver ou... Oui, il y avait pas vraiment, il y aurait des places, mais ils savaient pas trop quand et tout, jusqu'au jour où on m'a dit, là, il y a une dame qui met en vente son mobil-home. Voilà, on me l'a fait visiter. C'est vrai que, alors oui, il avait une taille qui me plaisait, mais c'était vraiment pas très beau, quoi. Donc, je me suis lancé le défi de le reprendre et de tout retaper moi-même. Ok, donc combien de travaux tu as fait Alors, pour l'intérieur, ça m'a pris 7 mois. C'était énorme. Donc, tu as tout refait, toi, hein? J'ai tout refait, moi. Donc, voilà, il y a des choses que je savais pas faire. Donc, j'ai demandé des conseils. Je suis allée voir des tutos sur YouTube parce que je suis assez autodidacte. En même temps, je suis quelqu'un d'assez créatif et j'ai toujours beaucoup aimé travailler de mes mains. Donc, ça m'a pas posé énormément de problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a certains jours où il y a des gros mots qui sont partis et des lattes qu'on giclait à travers le jardin. Voilà. En tout cas, tu t'en es super bien sorti. Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir? Comment tu te projettes dans le futur? C'est quoi tes plans là Par rapport à mon mobil-home, toujours, tu dis? Ou par rapport à ta vie, comment tu te projettes dans 3-5 ans? Comment tu te vois? Alors, je veux pas non plus trop forcément parler de tous mes projets, mais je suis quelqu'un qui, je sais que j'ai besoin de beaucoup bouger, et d'être en contact avec la nature et avec les gens sans que ce soit trop fort non plus. Donc, j'ai maintenant mon pied-à-terre ici. J'ai construit là encore, il y a eu la terrasse et tout, finir d'aménager là le jardin. Et mon but serait aussi de pouvoir me déplacer plus facilement, de voyager en prenant mon temps. Et j'avais pensé avoir éventuellement un bus aménagé, et de pouvoir travailler un peu depuis où je veux dans le monde, en me déplaçant avec mon bus, qui serait un mini mobil-home, quoi, quelque part. Mais qui te permettent de bouger, Qui me permettent de bouger, d'avoir une vie un peu nomade. Des projets créatifs dont tu veux nous parler ou pas? Un petit peu, là pour l'instant, je me suis déjà lancé dans la création de bijoux. La création de bijoux en recyclant les capsules Nespresso. Ouais, super. Et quelque chose que tu vas marketer aussi, ou tu vas j'aimerais bien, j'en suis au tout début là, je viens de me découvrir cette passion. On découvre tous les jours plein de choses sur nous. Donc j'aimerais bien marketer ces bijoux. Est-ce qu'il y a encore des projets professionnels au niveau de ce burn-out que tu as fait? Donc en fait c'est une belle expérience en fait d'avoir passé par ce chemin-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais en faire quelque chose, aider peut-être des personnes qui se retrouvent dans cette difficulté? Je dirais que le burn-out, ça a été un cadeau, quoi. Ce qui m'a permis à moi de me reconnecter, de me réaligner. Et finalement, je souhaite presque un burn-out à tout le monde pour leur permettre de faire ce chemin. Et oui, Petite parenthèse, donc il faut savoir que la dernière étude européenne en matière de burn-out auquel la Suisse a participé, sur les hypersensibles, 75% des personnes hypersensibles vont ou ont fait un burn-out. Donc ça veut dire que si vous êtes hypersensible et que vous nous regardez aujourd'hui,
et que vous n'avez pas encore fait de burn-out, eh bien, soyez bien attentifs parce que on vous souhaite pas de mal du tout, mais disons que simplement savoir qu'effectivement, eh bien, les hypersensibles ont besoin eh bien, de se protéger contre tout ce stress au travail qui va finalement impacter notre santé. Et effectivement, je pense que, alors, sans souhaiter à tout le monde de faire un burn-out, mais en tout cas, c'est une belle opportunité de pouvoir venir se reconnecter avec qui on est. Je t'ai interrompu, je m'excuse. Oui, je disais pouvoir éventuellement coacher ou accompagner des personnes qui ont fait un burn-out, leur permettre de se reconnecter à elles-mêmes, parce que si on fait un burn-out en général, c'est qu'on s'est déconnecté et qu'on s'est perdu, et leur montrer qu'il y a vraiment quelque chose de beau là derrière, qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui vibre. Après mon burn-out, ils m'ont détecté du TDAH. Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc, de là que vient aussi une partie, je pense, de mon hypersensibilité. Très à la mode aujourd'hui. Très à la mode, hein, voilà. Et je vois encore aujourd'hui beaucoup de TDAH qui se plaignent, qui cherchent le refuge dans de la médication, qui n'arrivent pas à gérer certaines choses. Et peut-être aussi accompagner ces personnes, soit TDAH, soit hypersensibles, ou qui ont fait un burn-out, vers quelque chose qui est beaucoup plus une reconnexion à soi et à travers des remèdes naturels. Voilà. Ce burn-out qui m'a permis aussi de reconnecter avec moi-même, m'a permis aussi d'essayer des choses nouvelles que je ne connaissais pas, créatives. Donc je me suis mise aussi à tourner des vidéos. Et j'ai une chaîne YouTube, si jamais, qui s'appelle Je kiffe ma life, K-I-2-F-E, et pas my. Ma life. Je kiffe ma life. Ok, donc je mettrai le lien en fait sous les descriptifs, aussi bien dans le podcast que dans la vidéo de YouTube. Donc en fait toujours ce côté en fait créatif. Donc maintenant il y a de la vidéo, de la peinture. Tu as repris la peinture? J'ai repris la peinture. Ok, création de bijoux. Création de bijoux. Il y a beaucoup dans le bricolage. Typiquement tout ce que j'ai fait dans mon mobil-home et que je continue à faire. Donc tout ce qui est déco, mais tout ce qui a été restructuration et déco. Et j'écris aussi, de temps en temps, j'écris. Et l'écriture aussi. Voilà, de temps en temps, je mets un petit poème sur Facebook. Certaines personnes trouvent ça violent ou se permettent un petit peu de juger, mais c'est parce que je laisse parler les émotions. Donc, c'est vrai que des fois, c'est loin d'être rationnel, parce que ça vient vraiment des tripes. Donc, voilà. Et puis bon, finalement, les haters ou les trolls, comme on les appelle, finalement, ça fait partie du jeu. J'entends dès le moment où on se met... C'est pas forcément des haters, c'est même peut-être des amis qui veulent me donner des conseils, parce qu'ils croient que peut-être que je suis trop prise dans certaines choses et que je vois pas, que je suis pas capable de prendre la distance. Je suis capable, mais là, quand je l'écris, c'est que ça vient des tripes, et si je l'écrivais avec la distance, c'est plus la même chose. Et puis on est beaucoup aujourd'hui dans une pensée unique, avec des médias mainstream qui distillent toutes les mêmes idées, et puis finalement quand on sort un petit peu de cette chose-là, on a vite tendance à être jugé par les uns par les autres, et ça fait partie du jeu finalement de se dire ok, dès le moment où on accepte de s'exposer, eh bien ça va plaire à certains, ça plaira peut-être pas à d'autres, et c'est cool comme ça. Enfin les goûts. Et mieux vaut être aimé pour ce que l'on sait comment, et détesté pour ce que l'on est, plutôt que d'être aimé pour ce qu'on n'en est pas. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Une belle conclusion. Ok, donc on va se quitter, je pense, ici. On a fait un petit peu le tour. En tout cas, j'aimerais beaucoup te remercier pour ton authenticité, pour la sincérité avec laquelle tu as parlé de ton parcours. Parce que il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, moi je rencontre énormément de gens qui ont fait des burn-out, et très souvent, quand je dis ce que je fais, puisque moi j'accompagne les personnes qui sont en quête de sens, de davantage de plaisir, de retrouver finalement se réaligner avec cette personne qui sont. Quand je parle précisément de mon activité, et puis que je suis dans cette prévention du burn-out, des risques psychosociaux, alors les langues se délient, et puis on se rend compte qu'il y a énormément de gens autour de nous. Et je pense que parmi nos auditeurs, vous connaissez très certainement des personnes qui sont dans ce cas-là, ou peut-être que vous-même avez déjà fait un burn-out. Et il n'y a pas de malaise, c'est qu'effectivement notre corps se rappelle simplement à nous, et c'est toujours bien de pouvoir écouter ce qu'il nous dit si on veut pas tomber malade quelque part. Donc merci encore 1000 fois Isabelle de m'avoir reçu aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette interview. On va se quitter sur ces bonnes paroles, et c'est tout pour aujourd'hui, et jusqu'à notre prochaine communication. Je vous dis au revoir tout le monde. Au revoir.